livre. Donc on va se partager un petit peu le travail, si l'on peut dire, c'est-à-dire que moi je parlerai surtout d'un sujet que je connais un petit peu, qui sont donc les fanzines, en essayant de dresser une brève histoire du médium à travers les années, les décennies, parce que c'est pas né de la dernière pluie cette affaire. Et puis Damien donc parlera plus spécifiquement donc de son expérience dans ce magazine donc Mad Movies, et puis dans le domaine de l'auto-édition. Évidemment, on compte sur vous pour nourrir le propos avec vos questions qui, j'espère, évidemment, seront nombreuses. Voilà, parce que c'est d'abord, j'espère, une discussion, plus qu'un exposé. Voilà. Eh bien, David, est-ce que tu peux nous commencer à nous parler un petit peu de ce qu'est un fanzine, nous présenter un petit peu le fanzina? Alors, c'est un sujet extrêmement vaste, assez compliqué à définir en fait. Alors, les fanzines, on peut partir d'abord peut-être du mot lui-même, de l'expression du mot fanzine, qui vient de l'expression anglo-saxonne, donc fanatic magazine. Donc un fanzine serait, selon l'étymologie même du mot, donc une publication, alors sur papier ou en ligne aujourd'hui, évidemment, périodique ou non, indépendante, et qui serait donc fabriquée, si on suit le mot lui-même, par des fanatiques passionnés par un sujet, par un totem, si on peut dire, à destination d'autres fanatiques passionnés par le même sujet, par le même totem. Voilà en gros la définition qu'on peut donner très, très large, très vaste et très vague pour l'instant, de ce qu'est un fanzine. Alors, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que y a un intérêt un peu nouveau pour cette presse ces dernières années. Par exemple, cet événement-là, celui de ce soir, fait un peu suite dans mon esprit à celui qui avait été organisé il y a assez peu de temps, en février dernier, à Toulouse, dans le cadre du festival Extrême Cinéma, et Extrême Cinéma qui avait organisé une exposition fanzine, qui exposait des fanzines, et qui avait également organisé une table ronde autour de ce qu'était justement un fanzine. Donc c'était particulièrement intéressant, la vidéo est en ligne d'ailleurs. Ce qui prouve également cet intérêt un peu nouveau pour le fanzina, pour la fan-édition, c'est la constitution dans certaines médiathèques de fonds fanzines, donc des médiathèques qui achètent des fanzines, qui réunissent des fanzines, qui se constituent en quelque sorte des fanzinothèques, et je pense notamment donc à la médiathèque de Toulouse en particulier, et puis aussi également à celle de Poitiers. Également, un autre signe, autre chose qui montre cet intérêt un peu nouveau, c'est par exemple, comme on le voit à l'écran, l'édition d'anciens fanzines, qui étaient par exemple parus, pour ceux qui sont présentés ici, 20 ans de western européen par Alain Petit, que les fans de Jess Franco connaissent bien forcément. Alors des fanzines qui étaient parus tout début des années 80 et qui sont réédités en belles éditions par Artus Film en l'occurrence. Également, alors la mise en ligne ces derniers temps de fanzines très anciens, grâce au site dont il y a la bannière à l'écran, le Fanzinophile, sous l'égide de Laurent Fayella, qui fait un travail d'archives absolument incroyable, et qui a décidé de mettre en ligne donc les fichiers PDF de fanzines évidemment épuisés depuis belle lurette. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe en ce moment autour de cette presse alternative, autour de cette presse parallèle. Et je ne compte même pas, alors ça c'est un peu nouveau, il me semble, les articles très universitaires qui sont consacrés, qui sont sacrifiés à la fan-édition dans le milieu universitaire, en particulier concernant les rapports entre la fan-édition, le fanzina et Internet, qui sont des rapports en fait assez complexes, qui sont un peu nouveaux finalement dans la longue histoire du fanzina, et qui méritaient donc des articles assez poussés, notamment sous l'égide de Christophe Triolet, qui était le responsable du fanzine que certains connaissent peut-être, le fanzine Darkness, Darkness Fanzine, qui s'est transformé depuis peu en collection de livres. Voilà. Donc autant d'éléments comme ça qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cette presse. Alors si je parle un petit peu de mon expérience, moi j'ai connu cette presse alternative, cette presse parallèle, assez tardivement finalement, quand on regarde l'histoire assez longue du médium, au début des années
années 90. Bon, j'ai fait la connaissance d'un ami qui était un fan fou de cinéma bis. Et chez lui, donc, ce copain avait une collection assez impressionnante de fanzines. Alors, les grands noms, Monster Bis, de Norbert Moutier, que certains connaissent sûrement, également des Cinézine Zone, du regretté Pierre Charles, qui est sûrement le fanzine le plus connu dans l'Hexagone, et qui le reste, et qui reste un des meilleurs d'ailleurs. Également des Scream, un fanzine qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui, avec son boss, si on peut dire, Éric Denis. Bon, et donc je suis entré en contact avec la Fan Édition grâce à cet ami, avec lequel d'ailleurs on a créé notre propre fanzine, donc Vidéotopsie, dont j'en parlerai un petit peu après. Et donc à partir de là, donc, je me suis mis à m'intéresser à cette presse, j'ai commencé à collectionner les fanzines que je trouvais au cours de mes recherches, au cours de mes balades en librairie ou voilà, chez les bouquinistes. Et c'est pas chose aisée, parce que le fanzina, bah oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas né d'hier, et évidemment les tirages de fanzines sont extrêmement limités, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais c'est de quelques dizaines à quelques centaines, dans le meilleur des cas, enfin, en tout cas pour les titres peut-être les plus connus, entre guillemets. Alors d'ailleurs, concernant donc, cette histoire du fanzina, qui ne date pas des années 2010, je pense en particulier donc, à Mad Movies, qui dans son numéro 14, alors c'était en 1976, c'est pas un numéro qui date qui est de fraîche date, eh bien Jean-Pierre Puters avait raconté la genèse, les pionniers du fanzina francophone, dans un article absolument passionnant, et il expliquait comment, après la parution du premier numéro, alors de la revue absolument mythique et culte française, considérée comme la première consacrée au cinéma fantastique, je parle de Midi Minuit Fantastique, comment donc après la parution de cette revue en 1962, eh bien certains amateurs, certains passionnés s'étaient lancés eux-mêmes quelque part dans leur propre revue, alors de manière évidemment beaucoup plus confidentielle. Et donc, si on entame une brève histoire, parce qu'on va aller assez vite, parce que sinon on est encore là demain matin, on fait remonter généralement les origines du fanzina cinéma francophone au milieu des années 60, en 1965, 1966, avec un fanzine, alors quelques pages, qui s'intitulait, qui est sorti en décembre 65, si mes souvenirs sont bons, qui s'intitulait Mercury Bis, donc qui était un numéro, je crois, spécial Boris Karloff. Et en 1966, il y a un deuxième numéro de Mercury Bis qui sort, avec un sommaire beaucoup plus éclectique, et sous l'égide, cette fois, d'Alain Schlokhoff. Alain Schlokhoff, évidemment, qu'on connaît bien grâce à l'écran fantastique. Et puis ensuite viendra Horizon du fantastique, toujours sous l'égide d'Alain Schlokhoff, en 1967, puis l'écran fantastique, mais alors version fanzine, en 1969, jusqu'à 1974, moment où l'écran fantastique passe revue, on va dire, professionnelle. Et puis comme on est à Bruxelles, et comme on est en Belgique, et comme je parlais du fanzina francophone, on peut également parler alors d'un fanzine qui s'intitulait le journal de Jonathan Harker, qui est un fanzine qui, je crois, a connu 12 ou 13 numéros, et qui, selon son boss, selon son créateur, était, et je crois qu'on peut le croire justement, le premier fanzine belge de cinéma bis. Le journal de Jonathan Harker, évidemment, en référence au roman Dracula. Alors viennent les années 1970, comment dire, cette espèce de mouvement culturel des années 70, et là évidemment propice à l'explosion du fanzina dans le domaine qui nous intéresse. Alors, comme vu à l'écran, c'est évidemment la décennie à laquelle naît le fameux magazine, le célèbre magazine Mad Movies, dont Damien nous parlera beaucoup plus en détail, avec son numéro 1, qui sort en 1972, et qui va rester pendant 10 ans, fanzine, avant de passer revue professionnelle, je crois que c'était le numéro 21. Donc Mad Movies, évidemment, incontournable, qui est l'élément déclencheur, en fait,
de plusieurs passions, de plusieurs vocations, hein, qui sera fondamentale, hein, dans la naissance des passions, de la passion pour ce cinéma. Alors Mad Movies, mais pas seulement, hein, comme vu à l'écran, également Le Masque de la Méduse, hein, qui est un fanzine également des années 70, sous l'égide, hein, d'Alain Petit. Hein, Alain Petit qu'on retrouve aujourd'hui dans les bonus de quantité de DVD, de Blu-ray, hein, notamment pour ceux de Jess Franco, hein, puisque c'est un très très grand passionné de ce réalisateur, et d'ailleurs sur la couverture du numéro 1, on a l'horrible Dr Orlov, quoi. Voilà, hein, qui montre déjà cela. Également, alors le fanzine Peeping Tom, qui je crois connaîtra, 5 numéros, me semble-t-il, sous la direction de Philippe Horto, me semble-t-il. Également, alors, un fanzine qui me tient particulièrement à cœur, un fanzine lyonnais qui s'intitulait Nyarlathotep, alors un nom évidemment Lovecraftien, hein, et qui avait été créé, hein, par le regretté, il est mort aujourd'hui, le regretté Daniel Rich. Alors si je parle de ce fanzine qui était assez généraliste, hein, dans lequel on trouvait des nouvelles, des chroniques de BD, de romans, mais également de films, si je parle de ce fanzine, c'est parce que Daniel Rich sera plus tard le créateur, le directeur de la collection Gore, hein, qui était sortie au Fleuve Noir en milieu des années 80, en 1985. Hein, et Daniel Rich, donc, hein, grand amateur de littérature populaire, eh bien, a commencé lui aussi dans le fanzina, avec ce fanzine Nyarlathotep, toujours dans les années 70. Également, le fanzine Skull Island, qui avait la particularité, lui, d'être gratuit. Je crois que c'était François Joyeux. Fanzine gratuit, ce qui est assez rare, hein, dans le milieu. Également, le fanzine, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Évidemment, c'est une sélection, tout ça, hein, c'est loin d'être exhaustif. Le fanzine Cerbère, hein, qui, je crois, n'a connu que 3 ou 4 numéros, hein, sous la houlette de Gilles Dimond. Et alors, Gilles Dimond, quand il a fait ce fanzine, je crois, m'a-t-il dit qu'il avait 12 ou 13 ans, 13-14 ans, il était très très jeune, hein, il a fait ce fanzine. Et alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que Gilles Dimond, comme d'autres salles éditeurs, va ouvrir plus tard, c'est souvent comme ça qu'il y a reconversion, va ouvrir plus tard une librairie, hein, qui est toujours ouverte, hein, à La Rochelle. Voilà, il s'est reconverti quelque part dans sa passion initiale, qui est celle de l'écrit, hein, sacrifié au cinéma. Voilà, et dans sa librairie, évidemment, on trouve des fanzines, des livres cinéma, des DVD, etc. Donc, Cerbère. C'est un petit peu le même destin que Thierry Olive, qui lui créera le Styx, hein, en 1970 également. Et donc Thierry Olive qui lui ouvrira également une librairie, Cinéfolie, à Cannes, hein, qui malheureusement, elle, est aujourd'hui fermée depuis 2014. Et alors, toujours dans cette, connaissant le même destin, si je puis dire, hein, suivant un petit peu la même trajectoire, le fanzine The Skull, qui est un fanzine belge, hein, et The Skull, son fondateur lui-même créera la librairie du même nom, hein, qui s'appelle The Skull, et je crois qu'elle est toujours ouverte à Bruxelles. Voilà. C'est ça, hein, elle est ouverte. Alors, on s'en fait un petit bond, hein, jusqu'en 1978, et là, hein, c'est une année essentielle si on veut retracer l'histoire du fanzina, puisque sort, hein, le fanzine dont j'ai déjà un petit peu parlé, le fanzine des fanzines, si on peut dire, Cinézine Zone. Alors, Cinézine Zone, hein, c'est le fanzine donc, hein, de Pierre Charles, décédé en 2003, et qui sort son numéro 0, donc en 1978, qui était un spécial Péplum. Le numéro 1 sort en 1979, reprenant à peu près le même contenu en l'enrichissant. Et à partir du numéro 2, on trouvait l'accroche. Alors sur les Cinézine Zone, moi je ne l'ai pas le numéro 2, donc j'ai pas pu évidemment vous projeter sa couverture. On trouvait l'accroche, je crois, voilà, fantastique, érotisme, épouvante, SF, qui sonnait en fait, cette accroche, comme le programme à venir, hein, de tout ce qui allait faire le fanzina consacré au cinéma qui nous intéresse. Hein, alors Cinézine Zone, c'est, je crois, 136 numéros, hein, jusqu'à la mort de Pierre Charles, donc en 2003.
sans compter les numéros spéciaux, sans compter les autres publications de Pierre Charles, d'autres fanzines, comme par exemple le fanzine Shocking, qui était lui plus tourné vers l'érotisme, sans compter non plus son implication dans des revues, comme Ciné-Choc ou Star Ciné Vidéo. Bref, Cinézine Zone, c'est un continent, en quelque sorte, du cinéma bis et de la presse qui lui est consacrée, et c'est probablement le meilleur du fanzina hexagonal, à l'heure, en plus, quand il est sorti, à l'heure où il n'y avait évidemment pas Internet, et c'est un fanzine d'une précision assez remarquable dans ses informations, extrêmement complet, et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Google, IMDb et compagnie pour aller puiser toutes ces infos. Donc, véritablement impressionnant, Cinézine Zone de Pierre Charles. Alors, 1979, une autre année charnière, une année, dit Christophe Beer, au cours de laquelle il y a un fanzine nouveau qui sort par mois. Donc c'est vraiment l'explosion. Et c'est l'année en particulier donc, du fanzine, de l'autre pièce maîtresse du fanzina francophone, qui est Monster Beast. Alors Monster Beast, c'était le fanzine donc, de Norbert Moutier, je crois que tu as bien connu. Ouais. Voilà, peut-être que tu nous reparleras. Parce que tu as quelques anecdotes. Oui. Voilà. Et donc, Monster Beast, alors, qui est paru qui a commencé donc en 1979, qui est paru jusqu'en 2012, moment où Norbert Moutier, donc son créateur, son fondateur, cesse toute activité. Alors, ses activités donc, de fan-éditeur, mais également ses activités de réalisateur, parce qu'il a aussi fait du cinéma, il a aussi fait quelques films, alors très, très Z, va-t-on dire, mais néanmoins intéressant. Et puis également ses activités de libraire, parce que lui aussi a ouvert une librairie à Paris, la librairie BD Ciné, dans laquelle on pouvait aller se fournir donc, en fanzine. Alors, Monster Beast, c'est un fanzine qui a beaucoup évolué, formellement parlant, au cours des années. Et c'est, avec Cinézine Zone, probablement, oui, les deux pièces maîtresses du fanzina français. Voilà. C'est un fanzine qui a connu, qui a à son actif plus d'une centaine de numéros, très impressionnant, jusqu'à sa deuxième série, dans lesquelles, alors c'est l'image tout à haute droite, dans lesquelles Norbert Moutier consacrait chaque numéro à un réalisateur, à un acteur, à une actrice, à un genre en particulier. Bon là ici j'ai choisi espion à l'italienne, donc tout un numéro sur les films d'espionnage à l'italienne. Voilà ce qu'on appelle le Rospy, voilà en particulier. Évidemment, donc le début des années 80 c'est aussi une espèce d'âge d'or pour le fanzina, avec par exemple Rhesus Zero. Alors pourquoi j'ai choisi ce fanzine, Rhesus Zero, qui doit apparaître je crois au tout début des années 80, parce que c'est le fanzine, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que c'est le fanzine d'un quelqu'un qu'on connaît bien, c'est le fanzine de Christophe Gans. Et donc voilà, évidemment, la carrière qu'on connaît. Également le fanzine Ténèbres, qui est le fanzine, il y a un fanzine niçois, d'Éric Escoffier, et qui lui avait comme particularité d'être quasiment uniquement consacré au cinéma de la Hammer, au cinéma de la Universal, bref, à un cinéma gothique, à un cinéma plus classique, voilà, et qui mutera d'ailleurs en 98 en Monstre de la nuit, me semble-t-il. Pour ce début des années 80, j'arrive bientôt au fanzine de Damien, pour ce début des années 80, j'ai choisi aussi de citer The Bat. Parce que, alors ça c'est un fanzine un peu culte, il n'y a eu qu'un seul numéro, et c'est le fanzine, alors déjà, moi j'adore la couverture, je trouve qu'il a une très belle couverture, et c'est le fanzine de Marcel Burel, qui travaillera, si je ne me trompe pas, plus tard dans Mad Movies, qui collaborera à divers fanzines. Bon bref, je suis bien content de l'avoir trouvé ce fanzine, je l'ai trouvé totalement par hasard chez un libraire, chez un bouquiniste, et quand je l'ai vu, malgré son prix très élevé, je l'ai quand même acheté, voilà, parce que je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, on est au début des années 80. Alors, ça continue, fanzine des années 80, et alors là j'ai fait un choix parce que on va s'apercevoir que parmi les ineux, comme on dit, qui ont créé ces fanzines, eh bien certains sont encore très connus, entre guillemets, par les amateurs de cinéma bis. Ils ont fait autre chose, ils ont continué à œuvrer finalement pour la cause. Alors, j'ai choisi par exemple le premier numéro, enfin le seul numéro d'ailleurs, de Fantasme, qui est le fanzine de Christophe Lemaire.
et qui était entièrement, alors Christophe Lemaire, évidemment journaliste à Starfix, à Mad Movies, et qui était entièrement consacré donc au cinéma Le Brady, qui était un cinéma de quartier proposant des doubles programmes pas piquer les verres. Et bon, lui, il y avait passé des heures, et donc il lui avait consacré un numéro Fantasme. Également Rouge Profond, alors qui est le fanzine, lui, de François Cognard, qui travaillera donc à Starfix, et qui deviendra également producteur, je crois, pour Amer, L'étrange couleur des larmes de ton corps, me semble-t-il. Oui, il a fait pas mal de films. Il avait lancé aussi à l'époque avec Canal+, quand il travaillait pour Canal+ Écriture. En fait, c'est lui qui avait lancé la collection des B-movies avec Bloody Mallory, Maléfique, ce genre de films. D'accord. C'est quelqu'un qui a vraiment eu sa place dans le cinéma de genre français et qui a essayé de faire bouger les choses en tout cas. Voilà, et qui anime également, je crois, l'émission Les Bistrots de l'horreur. Sur Filmothèque, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et puis également, alors toujours dans ces personnalités qui, entre guillemets, qui ont commencé dans le fanzina, alors j'ai choisi également un fanzine qui s'appelait, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 numéros, je ne sais plus exactement, dans l'abîme du fanzine, bon, titre intéressant, qui était le fanzine en fait de Bruno Terrier, qui est aujourd'hui, évidemment, en tout cas, est le taulier du magasin Metaluna Store, donc à Paris, et qui a commencé également donc dans le fanzina. Voilà, autant de gens donc qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir à l'écran, qu'on a l'habitude de lire, et qui ont œuvré, donc qui ont commencé même dans le fanzina. Comme Damien d'ailleurs, comme il va nous le montrer tout à l'heure. Également, alors oui, là j'ai fait également une petite sélection, j'ai choisi ces deux titres parce qu'ils sont assez emblématiques dans leur, en tout cas chacun de leur côté. Le fanzine Nostalgia, qui était le fanzine de Lucas Balbo, journaliste, documentaliste, et qui avait alors la particularité, en tout cas parmi tous les fanzines que je vous ai montrés, d'être en impression offset. Et donc là, extrêmement luxueux, et c'était l'un des seuls, me semble-t-il, pour l'époque. Ouais, carrément. En fait, il a sorti son fanzine au moment où Mad est devenu à peu près professionnel, et c'est vrai que c'était le seul qui était en offset avec de la couleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis alors, de l'autre côté, alors là, totalement différent, on ne peut pas passer, quand on parle du début des années 80, on ne peut pas passer à côté donc, du fanzine, du célèbre fanzine Zombizine. Alors, Zombizine, qui était le fanzine de Pierre Patin, décédé prématurément, et qui, je crois, a connu 4 numéros, et qui était un fanzine alors particulièrement insolent, particulièrement délirant, qui était assez anarchiste même, et donc voilà, on y trouvait des articles absolument incroyables. Moi je me souviens d'un article dans un numéro 3, alors il était intitulé, il était signé Pierre Patin lui-même, il était intitulé « La sclérose paralysante du fanzina », article dans lequel Pierre Patin dégommait littéralement, dézinguait même ses collègues, c'est-à-dire les fanzines de l'époque qu'il trouvait trop ronronnants, trop suiveurs, et il n'hésitait pas, on était aux antipodes du politiquement correct d'aujourd'hui avec Pierre Patin, et ça fait du bien de se replonger là-dedans. Ça fait partie des fanzines d'ailleurs qui sont en fichier PDF, et qu'on peut retrouver donc aujourd'hui sur le site dont je parlais tout à l'heure, le Fanzinophile. Voilà. Alors, au milieu des années 80, et on va arriver donc au fanzine de Damien, enfin, également la naissance en 86 de Darkness Fanzine, dont je parlais tout à l'heure, de Christophe Triolet, alors qui est un fanzine qui a connu 10 numéros, qui s'est arrêté pendant 20 ans, qui a fait une pause de 20 ans, et qui est revenu dans les années 2010, comme pas mal d'autres fanzines d'ailleurs, qui ont zappé un peu les années 2000, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi si j'ai un peu le temps, et donc voilà, Darkness Fanzine, qui s'est transformé en livre, aujourd'hui en collection de livres aux éditions Leitmotiv. Voilà. Et puis, donc, le fanzine Sans Sas de Monsieur Granger. Alors oui, j'ai commencé mon fanzine en 1987, en janvier 1987, en fait, à l'âge de 13 ans. Pourquoi? En fait, en achetant Mad Movies, j'ai commencé Mad Movies au numéro 44, donc le numéro de, si mes souvenirs sont bons, de novembre 1986. Ils avaient une rubrique fanzine, justement, dans Mad Movies. Le magazine avait commencé en tant que tel. Donc je m'étais demandé ce qu'étaient des fanzines. J'étais allé à la boutique Movies 2000, qui était une petite boutique associée à Mad Movies, où étaient vendus des produits dérivés du cinéma, affiches, cassettes vidéo, photos, et aussi donc des fanzines, pour voir ce que c'était qu'un fanzine. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'en ai acheté plusieurs ce jour-là, et en rentrant chez moi, je me suis dit, je vais en faire un. Et en fait, l'idée et l'envie est venue d'une envie folle
de partager avec les autres ma passion pour le cinéma. J'ai été assez productif sur les fanzines, parce que j'ai fait, si on compte tout, sans ça, ancienne formule, sans ça, nouvelle formule, action aussi, parce que comme mon modèle c'était Mad Movies et qu'ils avaient Impact, j'ai fait aussi un truc de l'action, sur le cinéma d'action. Mais il y aurait que 2 numéros parce que c'était vraiment un peu Z comme fanzine. Et si on compte aussi tous les petits hors-séries que j'ai pu faire, alors j'étais quand même, c'est pareil, hein, j'avais 13 ans, j'ai quand même sorti des hors-séries spéciales posters. Donc quand même, il faut le savoir, des posters en photocopie noir et blanc, quand même. C'est assez hallucinant, et j'en vendais quand même 60, hein, mine de rien. Mais tout cumulé, j'ai fait une quarantaine de numéros en un peu moins de 5 ans. C'est quand même pas mal. Et j'ai décidé d'arrêter à la fin, en fait, parce que à cette époque-là, je ne savais pas du tout déléguer, c'était mon bébé, je faisais tout seul et j'y arrivais plus. Surtout que sur les derniers numéros, arrivé à un certain point, donc là la couverture que vous voyez date de 1989, c'était déjà la nouvelle formule. Et sur la fin de la nouvelle formule, en fait, j'ai décidé de spécialiser mon fanzine dans la série B. Alors au début, c'était un fanzine de gamin, hein, de 13 ans. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose pour ceux qui en retrouveraient des traces ou quoi que ce soit. Hein. Les films, ils étaient cool parce qu'ils étaient gore, en gros, et puis ça s'arrêtait à ça. Mais petit à petit, étant de la génération VHS et de la génération La 5, où j'ai découvert beaucoup de séries B, de direct ou vidéo à ce moment-là, j'ai décidé de spécialiser mon fanzine dans la série B, pour une raison toute bête, c'est que c'est un genre qui m'intéressait énormément. La rubrique que je préférais dans Mad Movies, c'était les notules lunaires. Et surtout, il n'existait pas à ce moment-là de fanzine qui traitait de la série B de ces années-là, en fait. Donc la série B des années 80. Donc tous ces films réalisés par Fred Olen Ray, David DeCoteau, Jim Wynorski, enfin ainsi de suite. Il n'y avait aucun fanzine qui traitait de ça, qui étaient des films, on va dire, assez décriés, en fait. Ça n'intéressait pas les gens. Donc j'ai spécialisé mon fanzine là-dedans. Et en fait, c'est un peu comme ça aussi que je suis arrivé à Mad Movies, en quelque sorte. Puisque le premier travail que j'ai fait dans Mad, c'était de relire les notules lunaires. Puisque je traînais déjà un petit peu à Movies 2000, j'avais sympathisé avec les rédacteurs qui y travaillaient, qui y passaient, comme Vincent Guilbert ou Didier Alouche. Mais quelqu'un qui était assez inapprochable et assez invisible, c'était le fameux Marc Toulek, qui était à cette époque-là donc le rédacteur en chef de Mad Movies et d'Impact. Et la première fois que je le croise à Movies 2000, en fait, et ben voilà, comme un gamin de 15-16 ans, je fais un peu mon mariole, et j'en profite pour lui faire remarquer que dans les notules lunaires, il y a souvent plein d'erreurs. Il annonce des films en tournage alors qu'ils sont passés depuis un mois dans les accords du diable sur la 5, et ainsi de suite. Et j'apprends ensuite par Vincent que je l'ai fait un peu enrager. Mais Marc, qui est quelqu'un d'assez perfectionniste, avait dit à Vincent et Didier, en fait, de me faire passer les notules pour relecture. Et c'est le premier truc que j'ai fait dans Mad à l'arrivée. Donc c'est un peu ce qui m'a permis d'intégrer l'équipe. Et la première chose que j'ai faite pour eux, de façon officielle, donc avec mon nom dans le magazine, c'était d'établir la filmographie de Fred Olen Ray pour accompagner une de leurs interviews. Il est bien évident, je reviendrai dessus après, mais que j'aurais pas pu accéder à Mad sans le fanzine, tout bêtement. Bien évidemment que ça a énormément aidé. Pour une autre raison, c'est que j'essayais aussi quand même d'être le plus exhaustif possible sur la série B, et pour ça, je m'étais débrouillé pour me trouver un correspondant aux États-Unis qui s'appelait Bill George, qui a ensuite fondé le magazine Femme Fatale, et qui était un peu le correspondant officiel pour tous les magazines. C'est lui aussi qui envoyait des photos sur la série B au magazine Mad Movies justement, mais aussi à l'écran fantastique. Et donc il était devenu également mon correspondant, il m'envoyait tout un tas de photos. Et à côté de ça, moi j'allais dans les librairies internationales pour récupérer les magazines professionnels comme Variety, Hollywood Reporter ou Screen International, qui étaient des magazines qui mettaient dans chaque numéro des listings assez hallucinants de films en développement, en pré-production, en tournage, en post-production, etc. Et à chaque fois, c'était accompagné d'énormes fiches techniques où étaient également mentionnés les lieux de tournage, les dates de tournage, les budgets, tout ça. Et c'est vrai que je composais mes dossiers avec toutes ces infos-là. Et apparemment, ce qu'on m'a dit, pareil, Marc Toulek enrageait des photos, des infos qu'il n'avait pas lui-même. Et petit à petit, c'est un peu comme ça que j'ai intégré l'équipe de Mad. Et encore une fois, sans ce fanzine, ça serait sûrement pas arrivé. Et ce qui fait que, en ce qui me concerne ensuite, quand je suis devenu rédacteur en chef, c'est devenu aussi un point d'honneur lorsque j'ai recruté dans un premier temps mes premiers rédacteurs. Il y avait 3 critères. C'était, je souhaitais qu'ils aient tous une spécialité, soit les effets spéciaux, soit le manga, soit le cinéma asiatique. Je voulais aussi qu'ils aient tous un style bien personnel et bien différent, mais aussi, en tout cas dans les premières années, j'ai recruté uniquement et exclusivement des gens qui avaient fait des fanzines. Parce que je pense que le fanzina, c'est très très formateur. Et personnellement, j'ai abordé Mad Movies en tant que rédacteur en chef comme un fanzine, justement. Parce que Mad Movies, même s'il était distribué en librairie,
en couleur, que c'était un gros tirage. Pour moi, restait un fanzine professionnel, mais un fanzine dans l'esprit, en fait. C'est-à-dire que c'est un magazine qui traitait de tout, des petits films comme des gros, des vieux comme des récents, et surtout en donnant un avis assez objectif sur les films. On disait un peu ce qu'on voulait dans Mag. Donc j'ai toujours abordé sous cet angle-là, et aussi la principale, c'est lorsque j'étais rédacteur en chef de Mad, pour moi faire Mad Movie, c'était partager une passion entre passionnés. La même chose que le fanzine, et sans aucun élitisme. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé ma partie de rédacteur en chef dans ce magazine, en essayant de rester très très proche des lecteurs, un peu comme je pouvais le faire justement à l'époque du fanzine. Et je pense qu'en effet, encore une fois, sans ce fanzine, j'aurais jamais pu accéder à Mad Movies, et ça a énormément aidé. Et toi, David, donc après, tu es arrivé 8 autopsies. De manière beaucoup plus modeste, et avec un tirage encore plus limité. Oui, bah là on est dans les années, 90, si je ne me trompe pas. Tout à fait, dans les années 80. Voilà, et donc là, alors je reprends un petit peu mon cours, et puis ensuite évidemment Damien, tu interviendras.